Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de préférer la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Débat d'orientation budgétaire au Parlement. Malgré la fermeture des frontières du Nigeria et le coronavirus, l'économie béninoise se porte bien. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission des finances du Parlement. Première session du Comité national de la microfinance. L'événement a démarré ce mardi. Il est attendu des participants des réflexions pour rendre le secteur plus performant. Et puis aujourd'hui, 30 juin 2020, la République démocratique du Congo célèbre son 60e anniversaire d'indépendance. À l'occasion, nous vous proposons le portrait de Patrice Lumumba, l'indépendantiste au destin tragique. Plus les jours passent, plus le coronavirus touche encore plus de monde. À l'université d'Abomey-Calavi, les chercheurs de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ont organisé une conférence sur cette pandémie qui ébranle la planète. Herman Amégan. Il y a un fait d'actualité qui est venu bousculer nos vies, qui est venu nous déranger dans notre confort habituel et qui nous impose des changements de comportement. Décembre 2019, le monde découvre craintif un nouvel agent pathogène. À Wuhan en Chine, une épidémie fait des milliers de morts. Comme une traînée de poudre, le coronavirus se répand sur l'ensemble de la planète, devient une pandémie. La panique est née même dans les rangs des chercheurs. Des mois plus tard, le virus continue de sévir sous les bras d'une science manifestement impuissante. À l'université d'Abomey-Calavi, les académiciens ne disent pas le contraire. Les certitudes tombent. La science est à rude épreuve et les autorités sanitaires internationales sont ébranlées. Les chercheurs déroutés. Une seule certitude. Le nouveau visiteur est inconnu, invisible, et prend possession de la cité et de tout l'édifice de l'humanité, réduisant l'homme à ses justes valeurs et limites, à ses doutes réels, qu'ils soient blancs, jaunes, rouges ou noirs. Les premiers cas ont été mis en évidence fin décembre. Une communication diaporama à l'appui est effectuée sur la Covid-19. Ses origines, manifestations, causes, conséquences et statistiques hallucinantes sont mises en branle. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et les autres mesures barrières recommandées systématiquement sont reprécisées. L'heure n'est pas à la fantaisie. Ces changements de comportement ne doivent pas nous déranger, même si c'est contraignant. Parce que c'est une question de vie. Une question de vie, mais aussi une urgence sanitaire mondiale face à laquelle, en l'absence de vaccin, les gestes barrières restent et demeurent la panacée pour la prévention. Déjà plus de 1000 cas de contamination au coronavirus au Bénin et les statistiques continuent de grimper au fur et à mesure que les dépistages se font. Marcela Rossi nous propose dans ce reportage une compilation de témoignages de personnes ayant vécu avec le virus.
Voici le chef-service anesthésie et réanimation du CNHU de Cotonou, visiblement en bonne santé. Depuis plusieurs jours déjà, il vit seul ici, loin de sa famille, parce que testé positif au coronavirus. Il raconte les circonstances dans lesquelles il a contracté le virus. Je suis allé voir un patient dans une clinique pour le rassurer que l'équipe de prise en charge viendrait le prélever. Et malgré les précautions, il y avait du gel hydroalcoolique à la porte, j'avais mon masque. C'est le seul moment où je pense avoir pu me faire contaminer. Eugène Zoumenou retrouve aujourd'hui la sérénité après quelques jours de souffrance. Malade moi-même, j'ai eu 3 jours de souffrance terrible où vous avez des doutes sur vous-même. Est-ce que vous allez vous en sortir? Avant d'être confirmé positif, il était loin de s'imaginer atteint par ce virus. Les signes ont commencé à peu près 8 à 9 jours après le jour supposé de contamination. Et ce délai me permet de croire qu'effectivement, c'est dans ce moment-là. Donc 8 à 9 jours après la contamination, j'ai commencé à avoir une irritation de la gorge, une toux, de la fièvre, des maux de tête, des céphalées importantes, mais surtout des courbatures et des douleurs musculaires très importantes. Ça m'a un peu inquiété. Je dis, mais ça a l'air de ne pas être une grippe banale. Comme lui, d'autres Béninois, heureusement sortis de cette situation, ont accepté de témoigner. Eugène Zoumenou, qui n'est pas le premier agent de santé contaminé, pense que douter de l'existence de ce mal relève de l'irresponsabilité. Toutes les personnes contaminées ne tirent pas forcément leur épingle du jeu. Au Bénin, des victimes du mal se comptent par dizaines. Impossible pour certains malades de se tirer des griffes de ce virus. Koudous Abdoulaye nous édifie à travers cet élément. La phase terminale pour ce patient béninois rongé par le coronavirus. Plus d'espoir de l'arracher des griffes de la mort malgré son admission à la réa dans ce centre de prise en charge. Impuissant à l'extérieur, ses parents n'ont que leurs yeux pour pleurer. Impossible d'approcher le corps au risque de s'exposer au virus. Même au cimetière, son inhumation s'est faite de manière spéciale, loin des yeux de ses proches. Le tableau du coronavirus a viré au rouge au Bénin. Les cas positifs se multiplient au sein de la communauté et les décès se comptent par dizaines. Seule l'observance des gestes barrières peut aider à se protéger contre ce virus. Autre volet de l'actualité à présent, l'économie béninoise tient malgré la fermeture des frontières du Nigeria et la pandémie du coronavirus. Le pays a su résister à ces chocs et reste optimiste pour les 3 prochaines années. C'est ce qu'il faut retenir des débats d'orientation budgétaire 2021 qui ont été menés hier lundi au Parlement à Porto Novo. Guillaume Avienou. Malgré la contraction des valeurs macroéconomiques observées sur le plan mondial et un double choc caractérisé par la fermeture des frontières du Nigeria et l'avènement de la Covid-19, l'économie béninoise sur la période 2017-2020 se porte bien, estime le rapport de la Commission des finances et des échanges du Parlement. Au plan national, en effet, l'activité économique est demeurée soutenue au 3e trimestre de 2019 et les données disponibles du secteur agricole à fin septembre de l'année dernière sur la production agricole sont restées stables par rapport aux perspectives à fin juin 2019. Et avec un taux de croissance de 3,5% pour 2020, cela sur la base des orientations économiques du gouvernement et tenant compte de l'exécution de la loi des finances à fin mars 2020, la santé de l'économie béninoise devrait se renforcer sur les 3 prochaines années, insiste le document soumis à l'adoption de la plénière. Il sera accordé une priorité aux volets tels que la protection sociale et la solidarité nationale, l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique, la construction d'un cadre de vie sain, modéré et durable, le renforcement de la qualité
du système sanitaire ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé. En ce qui concerne les finances publiques, la politique restera axée sur la sécurisation des recettes et sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques. Le Parlement salue les mesures sociales prises par le gouvernement en lien avec la Covid-19 et félicite également l'exécutif pour la maîtrise des dépenses qui ont connu une réduction de 7% sur la période 2017 à 2019 avec un taux d'endettement de 41%. Un taux que les députés souhaiteraient voir augmenter pour les 3 prochaines années afin de permettre à l'exécutif d'achever les différents chantiers ouverts dans le pays. Je salue et soutiens fortement l'ensemble des actions prévues pour 2021 et qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, en particulier l'eau et l'électricité, l'accès aux services de santé par l'accélération de la mise en œuvre du projet H, l'intensification des mesures relatives à la césarienne, à la prise en charge du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Je crois qu'avec cette maîtrise des dépenses, ça donne une marge de manœuvre pour que le gouvernement puisse vraiment investir dans notre économie. Et cet investissement, dans l'exposé, il est quand même dit clairement que cette investissement va permettre de solliciter le secteur privé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander au gouvernement que lorsqu'on parle de secteur privé, que vraiment que ce soit le secteur privé national qui soit vraiment priorisé. Sur la question de la dette, l'exécutif voudrait rester prudent, fidèle à son principe de rigueur sur les critères de gestion plus stricts que ceux de la norme communautaire de l'espace UEMOA. S'il y a crise, nous allons prendre la dette pour régler les dépenses de l'État s'il faut. Parce que n'oublions pas que derrière, c'est sur ça que je veux terminer, derrière les chiffres, il y a des hommes. Et nous avons à cœur de veiller à ce que un épanouissement de la population soit assuré. La dernière fois, je vous ai garanti que, vous l'avez vu dans le budget 2020, malheureusement, nous avons eu le contre-coup. Nous avons, depuis 2019, décidé de mettre beaucoup plus d'accent sur les dépenses sociales prioritaires. On a eu 3 années vraiment pour ajuster et on était bien lancé pour mettre l'accent sur le social et le social. Malgré le contre-coup du Covid, vous avez vu les mesures que nous avons annoncées il y a 2 semaines maintenant, sur 14 milliards. Nous avons encore d'autres mesures qui vont venir, etc. parce qu'à la fin du jour, c'est le bien-être de la population que vous représentez qui compte. Sur les 3 prochaines années, le gouvernement voudrait tabler davantage sur les performances dans le secteur agricole, au port de Cotonou et sur les travaux de construction du pipeline Bénin-Niger pour davantage développer le pays. Un développement dans lequel une place de choix va être accordée au social et à la résolution de la question du chômage des jeunes. Les membres de l'Union progressiste de Boycon font le bilan de leur participation au communal de mai 2020. Réunis autour de leurs élus communaux et parlementaires, ils marquent un arrêt pour réfléchir à comment davantage faire rayonner l'Union progressiste dans la commune. Émérita Kmesoton. Jeunes, femmes et leaders UP à différents niveaux de la commune de Boycon disent tous avoir mouillé le maillot lors des élections communales dernières. Mais au résultat, les attentes ne sont pas vraiment comblées. Qu'est-ce qui n'a pas alors marché et que faut-il améliorer pour les prochaines fois? Ce sont là des questions au cœur du séminaire de l'Union progressiste de Boycon. Le thème du jour, c'est comment maintenir le cap et avancer. J'avoue, j'ai été très satisfait des échanges dans la salle du séminaire où les jeunes se sont libérés, toutes les couches présentes, et ça nous a permis quand même de comprendre les tenants et les aboutissants de notre échec, s'il faut l'appeler échec. Mais je voudrais rappeler ici et maintenant que l'UP existe et bel et bien à Boycon. Les résultats sont là. Je pense qu'il y avait près de 22 000 voix à Boycon contre 25 000 voix pour le BR. Ça veut dire que les populations continuent de faire confiance quand même au parti UP à Boycon. Et cette confiance doit être maintenue pour porter ses fruits à l'avenir. Pour ce, des recommandations sont formulées à la suite de ce séminaire. Mettre en place et dynamiser les structures existantes de l'UP dans la commune de Boycon avec une implication active de toutes les couches, notamment la jeunesse.
travailler pour la promotion des cadres UP de Boycon. Cultiver davantage le militantisme. Nous prenons l'engagement de ne ménager aucun effort afin de renforcer notre base dans les 66 quartiers de notre ville et renouer très prochainement avec de belles et grandes victoires. Il est utile de rappeler que l'UP continue de conserver le pouvoir local à Boycon, en ayant dans ses rangs 56 chefs de quartier et villages sur les 66 que compte la commune. Il faut que les jeunes, tous doivent appréhender le rôle qui est le leur dans le changement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la réforme et il faut nécessairement que les jeunes soient des acteurs actifs. Nous comptons sur vous parce qu'on dit souvent que la jeunesse, elle est synonyme de mobilité, de dynamisme et d'innovation. Donc, autant nous sommes là comme dirigeants, mais en termes d'innovation, nous attendons beaucoup de vous. Pour mieux œuvrer au sein d'un parti, il faut connaître les idéaux de ce parti, sa vision, ses objectifs. Les délégués UP présents aux assises de Boycon ont donc été entretenus sur les fondements du parti Union progressiste. Ils ont été ensuite invités à officialiser leur adhésion en remplissant les formalités nécessaires pour l'obtention de leur carte de membre de l'UP. Direction Parakou, où l'Association béninoise de droit constitutionnel, en collaboration avec OCOA, a organisé une conférence débat. Les échanges ont porté sur les acquis de la conférence nationale. Olviga Messan et Doc Castito pour le compte-rendu. J'aimerais d'abord parler du système politique. J'aimerais savoir quel héritage de la conférence nationale de 1990 pour les générations futures? C'est l'une des thématiques développées au cours de cette conférence débat. Une conférence qui vise la pérennisation des acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation au sein de la jeune génération. Vous savez, à la conférence, les tendances n'étaient pas les mêmes. Il y a ceux qui étaient pro-révolutionnaires et qui étaient venus garder, essayer de conserver quelques acquis de la révolution. Et il y a ceux qui étaient venus imposer la démocratie, se battre pour la démocratie, les libertés, les droits. Et dans cette confrontation, il y a eu ce qu'on appelait le consensus de la conférence. Et donc, il fallait faire vivre à ces jeunes ces deux tendances-là. 30 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, il importe à la jeunesse d'avoir une connaissance des faits marquants de ce grand rendez-vous démocratique. Ils ont un rôle de relais à jouer. Parce qu'il doit prendre le relais de ce qui a été fait en ce moment-là. Et après la conférence nationale, de manière à ce que la flamme qui a été allumée à l'occasion de cette conférence ne s'éteigne jamais. C'est pour ça qu'il est bon que les jeunes gens, aujourd'hui, en soient conscientisés, en soient sensibilisés, pour que la flamme continue de briller. Et que ce qui nous a amenés à cette conférence ne revienne plus jamais. Cette conférence permettra donc à la jeunesse de mieux cerner les questions liées à la démocratie pour une meilleure appropriation des enjeux démocratiques actuels et futurs. Je vous l'annonçais dans les titres. La première session du Comité national de la microfinance au titre de l'année 2020 a démarré ce mardi à Cotonou. Il sera question pour les participants de faire un état des lieux de la microfinance au Bénin afin de rendre le secteur plus performant. Gilles Donsou et Simon Vignon pour les détails. Cette session regroupe les représentants du gouvernement, des associations professionnelles, des systèmes financiers et décentralisés SFD, des partenaires techniques et financiers et les représentants de la clientèle. Ensemble, ils vont échanger sur les stratégies à mettre en place afin de rendre le système financier plus performant. Deux grandes présentations sont attendues. Il s'agit de l'accès indirect au SFD, au système de paiement régional de l'UEMOA et du projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA. Finaliser le processus d'actualisation du document de politique de développement et de la microfinance pour mieux
l'arrimer au PAG et à la nouvelle dynamique du secteur. Faire le suivi efficace de la mise en œuvre du nouveau document de politique de développement de la microfinance et son plan d'action. Élaborer avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la stratégie nationale d'inclusion financière. Assainir le secteur de la microfinance au Bénin. Renforcer les actions de professionnalisation de SFD avec accent sur l'éducation financière des clients. Renforcer l'accès des SFD aux ressources financières adaptées. Identifier les actions pour le financement des activités agricoles et promouvoir les innovations financières au nombre desquelles la finance digitale. La situation des SFD face à la Covid-19 sera également étudiée. Lancé il y a quelques jours, le premier tirage du jeu Tombola des factures normalisées a eu lieu à Cotonou pour ce premier acte. Plusieurs consommateurs sont repartis avec divers lots. Awa Sherif, Iva Godoupessi. 2 lots de 500 000 francs CFA, 5 lots de 200 000 francs CFA, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs CFA, 50 lots de 20 000 francs CFA. C'est le résultat du premier tirage de la tombola des factures normalisées lancée il y a quelques jours par la Direction générale des impôts pour encourager les bons consommateurs. Nous avons procédé au premier tirage qui coïncide avec la fin du mois. Donc nous avons eu droit à 2 catégories de tirages. Les tirages hebdomadaires sur les 100 lots et les tirages mensuels sur les 2 lots de 500 000 francs. Les machines électroniques certifiées de facturation sont reliées directement à la Direction générale des impôts. Et à ce tirage, vous êtes sélectionné. C'est un jeu aléatoire. Et si votre facture est sélectionnée, vous êtes gagnant d'un lot. Et pour la transparence du jeu, un système informatique est mis en place pour rassurer les consommateurs. Un système informatique est conçu pour tirer au sort les lots de façon aléatoire sans intervention humaine. Tout ceci se fera sous la supervision du représentant de la Loterie nationale du Bénin et de l'huissier de justice maître Maxime Assoba. Je rappelle qu'en fin d'année, on aura le tirage des 2 super lots, à savoir des voitures neuves de valeur unitaire de 25 millions de francs CFA. C'est désormais un rendez-vous hebdomadaire et mensuel pour les bons citoyens qui exigent leurs factures normalisées. Les gagnants de ce premier tirage sont invités à retirer le lot à la Direction générale des impôts. La société ATT se donne encore plus de moyens pour transporter plus de voyageurs. Elle vient de mettre en service son parc d'Akasato et de nouveaux bus. Ghislain Poguet et Simon Vignon pour les détails. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Des bénédictions données par le prêtre de Jésus-Christ et l'imam en début de cette cérémonie. Une cérémonie qui consacre la mise en service du parc ATT d'Akasato. Nos clients qui, à chaque fois qu'ils décident de voyager, ils sont soit sur les intempéries ou ils sont sur les effets des braquages. Chers clients, ici, c'est chez vous. Lorsque vous allez décider de voyager, vous venez ici, vous êtes en sécurité jusqu'à l'eau. Moment choisi aussi pour la réception de 4 nouveaux bus flambant neufs. Les bus que vous voyez mis en circulation ce jour mettent en exergue le confort. Avec ses 53 places assises en cuir, munies des dernières technologies que sont le Wi-Fi, les écrans, un frigo, une machine à café, les ports USB individuels qui vous permettront de charger vos téléphones et vos tablettes, et des prises audio jack qui vous permettront d'écouter en toute sérénité les films que vous désirez. Ce bus vous mettra donc à l'aise comme dans un avion, et ce pour circuler à travers tout le Bénin en toute sécurité. ATT, Aïna Transport et Tourisme, qui vient ainsi d'enrichir son parc automobile, relie à Cotonou les villes comme Boycon, Parakou, Djougou, Nati Tengu. ATT promet à ses clients plus de confort dans leurs déplacements.
Ce 30 juin 2020, la République démocratique du Congo célèbre son 60e anniversaire d'indépendance à 60 années d'un parcours tumultueux qui pouvait être tout autre si le principal leader de la revendication indépendantiste, Patrice Lumumba, n'avait été assassiné. James William Gbagede retrace ici le portrait de ce panafricain au destin tragique en ces temps où le débat sur les offres de la colonisation belge au Congo revient de plus belle. Un site improbable en guise de sépulture. Au cœur de la forêt du Katanga, quelques villageois se rendent au mausolée inachevé supposément érigé sur les lieux de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Au carrefour de l'échangeur à Kinshasa, des centaines de kilomètres plus loin, le monument du héros national est bien plus majestueux. Il rappelle le parcours exceptionnel d'un homme qui a payé de sa vie sa contribution décisive à l'indépendance de la République démocratique du Congo. La faute de celui qui était alors Premier ministre congolais le 30 juin 1960, un discours à la tonalité audacieuse. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. À cela s'ajoute une posture qualifiée de communiste dans un environnement où l'endiguement et le refoulement de l'idéologie marxiste-léniniste paraissaient être vitaux pour les États-Unis d'Amérique, alliés de la Belgique. Victime d'un complot international ourdi par les deux États, Lumumba est la cible d'un coup de force de la part de celui qu'il avait hier promu, Joseph Désiré Mobutu. Livré à ses ennemis, il est assassiné et son corps dissous dans de l'acide sulfurique. La construction d'un square à son nom à Bruxelles en 2018 et surtout les regrets exprimés ce 30 juin 2020, 60 ans plus tard par le roi Philippe, apparaissent comme quelques premiers signes de la reconnaissance de la responsabilité, non plus seulement morale, mais matérielle de la Belgique dans le crime contre le Congo et contre Lumumba. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au pays, l'héritage de l'inusable héros de l'indépendance reste intact. Être lumumbiste aujourd'hui, c'est mener le combat pour que le Congo soit libre de choisir ses partenaires économiques en fonction des propres intérêts du Congo. Ce n'est pas toujours le cas. Et l'homme inspire encore et toujours des millions d'Africains qui rêvent que cette chanson culte n'ait finalement pas été chantée pour rien. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.